Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti, une demi-heure de discussion autour de l'entreprise. Vous allez me dire, c'est un peu la vocation de Bismart et je vous dirai, vous n'avez pas tort. Voilà, donc nous allons faire une sorte de retour aux sources. L'entreprise de taille intermédiaire, mais l'entreprise d'une manière générale, vous verrez dans la deuxième partie, c'est Pierre Giacometti qui viendra nous voir. Pierre Giacometti, Nocom, aujourd'hui conseiller, stratège en communication de pas mal de boîtes. Il fait un baromètre de la transformation des entreprises tous les ans. Entreprise superstar, vous allez voir ça. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Mais avant les commentaires, les acteurs, voilà. Et avec Pierre-Olivier Brial. Salut Pierre-Olivier. Salut Stéphane. Donc directeur général de Manutan. Alors sur en plus une chaîne B2B, je pense qu'on n'a même pas besoin de présenter Manutan. C'est quoi l'Amazon des entreprises? Comment tu te définis? Comment tu définis Manutan Moi, je définis que Amazon est le Manutan du B2B. Bonne réponse de l'amiral. On disait sur une grande radio il y a maintenant 40 ans. Excellent. J'ai mis ETI, les enjeux 2024, parce que tu es très impliqué dans ce mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Je vais te raconter une petite scène, Pierre-Olivier. Moi, je réunis régulièrement de manière confidentielle. C'est pour ça que je vais la raconter sans citer personne. Un certain nombre de chefs d'entreprise, alors des vraies grosses boîtes. Je raconte ça aussi assez régulièrement. Et puis des entreprises de taille intermédiaire. À l'initiative de quelqu'un que tu connais peut-être, Pierre Paulette, le patron de Talentia, voilà, qui lui aussi est très investi dans le truc. Et Pierre, un jour, me dit, il faut quand même leur demander autour des ETI ce qu'ils en pensent et tout. Il y avait là 15 gars, des vrais chefs d'entreprise. Rien à foutre de cette histoire d'ETI. Même, limite, trouvant ça un petit peu désagréable. Non, on n'est pas intermédiaire, non, on est des entreprises, on a une bonne taille, etc. Et donc, absolument pas investi dans l'idée d'un mouvement des ETI. J'ai été très surpris. Toi, tu les connais mieux que moi. Et j'ai l'impression que ça te surprend moins que ça ne m'a surpris. C'est-à-dire, alors moi pour le coup, j'ai un vécu un peu inverse sur ce sujet. C'est-à-dire que quand le métier, il y a quelques années, a décidé de lancer... Donc, mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Voilà, mouvement des entreprises de taille intermédiaire. L'idée était de se dire, il faut passer d'une structure un peu de lobbying, donc qui a été le métier, reconnaissance de la catégorie, à une partie réseau. C'est vrai que quand j'ai monté le Club Île-de-France, je pensais au départ, par exemple, qu'avec 2-3 dirigeants, j'en aurais 12, puis par effet concentrique. Et c'est vrai que les dirigeants de TI connaissaient peu de dirigeants de TI. Parce que là, il n'y avait pas forcément une reconnaissance. Par contre, petit à petit, en expliquant notre spécificité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément une conscience qu'au-delà d'un secteur, d'une activité, il y avait une certaine spécificité. Et on a quand même, en 4 ans, monté un club de 150 et s'aimer partout. Et la marque ETI commence quand même à s'imposer. À quoi elle sert, cette marque ETI Elle sert à faire reconnaître que dans l'écosystème économique français, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont la même spécificité, qui sont ni des très très grandes, ni des très petites, et qui ont besoin d'être prises dans leur spécificité. Et elles ont des traits communs, c'est-à-dire qu'elles ont les territoires, 70% qui sont dans les territoires, 75% familiales, entreprises de long terme, souvent des acteurs de niche très forts dans un secteur d'innovation. Et le problème en France, c'est que la bascule au-dessus de 250 employés nous met dans la même catégorie que des très grands. Je te challenge là-dessus. Pardon si ça ne vous intéresse pas, hein, mais je crois que c'est intéressant. Il y aura beaucoup plus de liens entre, j'en sais rien moi, une grosse PME et une ETI qui sont dirigées par un fonds, avec un manager à la tête du fonds qui a 4 ans pour redresser la boîte, qu'entre une ETI familiale et cette même ETI dirigée par un fonds, qui pourtant auront la même taille, a priori les mêmes intérêts, voire même sur le même territoire. Déjà, ils ne vont absolument pas bosser de la même façon, ils ne vont absolument pas avoir les mêmes exigences. Déjà, elles sont à 75% familiales. Ouais. Donc ça crée quand même déjà un trait commun. Et les fonds, il y a fonds et fonds, donc il y a des fonds très très long terme. Donc moi, mon expérience, c'est que globalement, il y a une homogénéité. Globalement, toi, tu continues à trouver qu'il y a une homogénéité. Moi, ce qui m'a fait rentrer dans le mouvement, pour être très clair, c'est que l'INSEE, en 2009-2015, montre que la seule catégorie qui crée de l'emploi net en France sont les ETI, plus 335 000 emplois nets. Là où les grands groupes, les PME sont étales, et les startups sont relativement étales. Et en fait, d'avoir identifié ces entreprises en disant elles ont des caractéristiques communes, elles sont très long terme, elles sont dans les territoires, elles sont, c'est vrai, à capital souvent familial, pas forcément à direction familiale. Elles ont une vision souvent commune du capitalisme, que j'appelle moi le capitalisme intelligent, et on doit s'appuyer dessus. Et le gros problème... Et je rajouterais fondamental, on va en parler, que
la seule ressource véritable de réindustrialisation, elle est là. Alors c'était mon dernier point, c'est Voilà. 38% dans l'industrie. Voilà. Et qu'en fait, je crois qu'on s'est rendu compte qu'à pas soutenir ces ETI et pas les voir dans leur spécificité, d'abord il y avait ce problème-là, on se reconnaît pas, et on se reconnaît pas en tant que chef d'entreprise ETI. Donc le fait d'avoir reconnu la marque, notamment le plan de nation ETI, a agrégé ses dirigeants. Et après, il y a quelque chose aussi qu'il faut bien comprendre, qui est très important, c'est que moi, chez Manutan, quand je lance une université, si je vais voir un très très grand groupe, je vais apprendre des choses, mais je ne me reconnais pas forcément. Depuis que j'ai créé, je suis rentré dans ce réseau ETI, j'ai appris un nombre de choses d'entreprises de ma taille, et ça, c'est quelque chose d'invisible, mais c'est un accélérateur de développement énorme sur des acquisitions, sur la rémunération de dirigeants, d'avoir des boîtes comme Manutan de 2500 collaborateurs, où il y a un dirigeant d'ETI qui vous dit, voilà moi ce que j'ai fait, tiens, regarde, et j'en ai vu 6, ça vaut toutes les études du monde. Donc il y a une vraie valeur à reconnaître la spécificité. Je les ai réunis hier soir. Hier soir, le débat, c'était sur l'engagement. Comment maintenir l'engagement des équipes. J'avoue que là, effectivement, les tailles d'effectifs font absolument tout. Ah oui. Les gars échangeaient sur des tailles d'effectifs de plusieurs centaines de personnes. Où à 10, 15, 20 personnes, le sujet de l'engagement, c'est un rapport entre le salarié et le dirigeant. Point à la ligne. Oui, puis moi, je connais quand même très peu d'autres véhicules pour rééquilibrer aujourd'hui métropole-territoire et éviter ce qui est en train de se passer dans les territoires quand même. C'est-à-dire que pourquoi notamment l'Allemagne a moins ce problème territorial, c'est qu'ils ont 12 600 ETI. Oui, voilà. Alors, et Pierre, donc, il faut reconnaître aujourd'hui, créer ce Mittelstand à la française. Pierre, oui. Ce Mittelstand, il est structurel au cœur de ce qu'est l'État allemand depuis la création de la République fédérale, comme son nom l'indique, la République fédérale d'Allemagne. Oui. Nous, on était à Marseille avec Bismarck début octobre, discussion passionnante sur les entreprises et les territoires. Et qu'est-ce que j'ai entendu de la part, alors pour le coup, d'une chef d'entreprise qui pourrait être, mais vraiment qui te ressemble, etc. Les rapports avec les régions sont catastrophiques. Les régions font du clientélisme. C'est pas du tout la même chose, tu vois. C'est-à-dire que le Mittelstand, c'est une sorte de lien profond entre le secteur bancaire local, l'entreprise locale et la politique locale. Ouais. On est à des années-lumière de ça. Alors, d'abord, deux choses par rapport à ça. Un, on le sait peu, mais il y avait le même nombre d'ETI dans les années 80 en France qu'en Allemagne. Donc, il y a eu une hémorragie d'ETI en France à cause de la transmission. Donc, fondamentalement, la France était un pays d'ETI. Ça, c'est l'ISF, ça. Et avant les lois du Trade. Mais il y avait pas. C'est vrai que l'Allemagne fédérale, en plus, s'est plutôt développée sur son tissu avec aussi une méfiance des grands groupes liés à son histoire. Mais non, mais il y avait. Tu le retrouves sur la puissance des villes. Il y avait un tissu d'ETI. Munich, Hambourg, Düsseldorf, aujourd'hui, c'est des villes. Il n'y a rien de comparable en France. Ouais, mais il y avait un tissu d'ETI qui était le même. Et par ailleurs, sur les régions, par exemple, nous, ce qu'on a fait avec les régions Île-de-France, c'est complètement différent de ce que tu as décrit. Complètement différent. C'est-à-dire qu'on a monté aujourd'hui le club avec la région. On a monté, par exemple, on a financé ensemble le premier ETI Lab avec les mines. Donc c'est la première fois, il y avait une réunion la semaine dernière, où on produit de la donnée statistique pour les ETI. Ça, on l'a copié du Mittelstand. Avec les spécificités françaises, les clubs ETI qu'on a créés, on les a créés avec les régions. Ça marche plus ou moins bien en fonction des régions. Mais quand la région joue le jeu, et ça a été le cas en Ile-de-France, on a fait des choses vraiment formidables et on a créé un écosystème ETI. C'est pas une fatalité. Qu'est-ce qui les empêche de croître, les effets de seuil ? Alors, il y a les effets de seuil. C'est vrai que les effets de seuil, aujourd'hui, ça joue. Après, l'ETI... Non, il faut le dire d'un mot. Très forte incitation, aujourd'hui, pour un chef d'entreprise, dès qu'il passe le seuil de 50, à créer une filiale et à repartir avec 2 boîtes. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand l'INSEE a agrégé la data et a montré que les ETI étaient les premiers créateurs d'emplois, ils ont agrégé aux maisons mères. Ce qui empêche... Alors déjà, il faut aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on revient à ta première question, c'est-à-dire faire en sorte que les ETI soient reconnus dans leur spécificité, c'est éviter de les mettre dans les catégories des grands groupes. C'est-à-dire qu'on peut se dire, on peut avoir pour les ETI des dispositions, nous on parle de la progressivité des normes, faire la même norme pour Total qu'une ETI, ça n'a pas de sens. Ouais. Et donc c'est pour ça aussi qu'on se bat d'ailleurs au niveau européen. Après, ce qui fait qu'elle se développe aussi, c'était de recréer une vraie politique industrielle, puisque quand on a une catégorie qui est à 40% industrielle, et très honnêtement, les autres qui sont assez périphériques de l'industrie, puisque nous, on est beaucoup moins à Manutan, on n'existe que parce qu'il y a de l'industrie. Bien sûr. Donc réindustrialiser la France, c'est aussi permettre aux ETI de grandir, puisqu'elles sont massivement industrielles. Donc en fait, la politique qui ne permettait pas de les reconnaître dans leur spécificité, c'était aussi considérer que l'industrie était juste une affaire de grands groupes, que c'était fini parce que c'était mondial. On a juste oublié qu'il y avait 5600 boîtes qui représentaient 33% du salariat français et qui avaient juste besoin aujourd'hui de se développer dans leur industrie. 5600 boîtes, dont, tu me corriges si je dis une bêtise, un gros quart sont des filiales de grands groupes internationaux. Ouais.
Donc les deux sont pas si contradictoires que ça quand même, Pierre-Olivier. Non, il y a une différence par contre, c'est que quand un chef d'entreprise est sur un territoire et que c'est son entreprise, le rapport qu'il a au territoire et l'attachement qu'il a au territoire et l'implication qu'il a dans son territoire est très différente. Évidemment. Après, oui, enfin bon, c'est un peu différent quand tu diriges ton entreprise que quand tu diriges une filiale d'un groupe quand même, un petit peu dans l'esprit, dans la façon de faire. Donc oui, il y a des similitudes. Après, quand non, mais même... n'empêche que vous les agrégez. C'est ça que je veux dire. Oui, voilà, sûr. vous les agrégez De toute façon, dans l'ensemble de vos statistiques, etc. C'est la catégorie. Hein. Je crois je sais pas si Siemens en France est considéré par exemple comme une ETI. Non, ils sont grands groupes là. C'est un de nos premiers exportateurs quand même. On le dit assez peu. Hein. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, je pense que c'est hyper important d'avoir des TPE, des startups, des PME, des ETI, des grands groupes. Nous, on n'est pas du tout un mouvement contre. On est juste un mouvement de dire on a besoin de l'écosystème et reconnaissez cette catégorie par sa spécificité. Pierre-Olivier, oui. Toi, chef d'entreprise, patron de TI, tes enjeux 2024 ? Enjeux 2024, on a transformation environnementale. Aujourd'hui, on sent une accélération massive. Donc on doit accélérer. Alors nous, en tant que distributeur, par exemple, c'est toute la partie économie circulaire. Mais on sent aujourd'hui dans les grands groupes, les grands donneurs d'ordre, la volonté d'attaquer maintenant ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire vraiment ce qui est en dehors de leur propre production. Et donc ça s'accélère beaucoup. Quand tu dis économie circulaire, c'est-à-dire tout ce qu'on voit autour de la deuxième main, c'est aujourd'hui en train d'arriver dans le B2B ? Aujourd'hui, le mobilier de bureau, par exemple, 5% du mobilier de bureau est remis sur le marché, 95% est recyclé ou jeté, où on estime que 60% pourrait être remis sur le marché. Donc de toute façon... il y a un truc là. Ouais, partout. Et nous, dans toutes les familles de produits qu'on a aujourd'hui, on sait très bien que beaucoup peuvent être remis sur le marché. L'économie du remploi, il faut l'industrialiser. Il faut vraiment en faire une vraie économie. Mais ça, c'est un gros enjeu pour nous. Parce que de toute façon, en tant que distributeur, si on veut réduire notre scope 3, notre empreinte carbone, c'est par le scope 3 que ça passe. Le vrai sujet des ETI, moi, j'ai l'impression qu'il est sur le recrutement aujourd'hui. C'est-à-dire dans la guerre des talents. Voilà. Deuxième... C'est là où ta taille intermédiaire, je ne peux pas filer toutes les rênes alors que je peux le faire dans une PME. Si j'attire un gars, il va vraiment pouvoir être au charbon et tout faire et il va adorer. Et évidemment, je n'ai pas les capacités des grands groupes. En fait, on a deux sujets. On a un sujet de notoriété. Ouais. C'est-à-dire que là, il faut reconnaître d'abord que les ETI ont peu fait de marque employeur. Et je pense qu'on a tous compris qu'aujourd'hui, il fallait une stratégie de marque employeur. Et deuxièmement, la catégorie. C'est pour ça que la catégorie aussi, si ETI, on arrive à véhiculer nos valeurs. Après, on a toute une partie des collaborateurs qui sont extrêmement intéressés par l'autonomie, le sens que donne une ETI. La vraie question aujourd'hui, c'est de les attirer. Ouais. Franchement, c'est pas une fois qu'ils sont dans le système. Et après, on a un autre sujet. C'est du fait de notre emplacement territorial, on a quand même des difficultés d'accès. Ouais. Donc, bon, ça, c'est le revers d'être dans 70% dans les territoires. T'as raison. Donc ça, c'est un autre sujet. Après, aujourd'hui, là, il faut se prendre en main. C'est-à-dire qu'il faut créer de la marque employeur. La crise immobilière va vous faire un booster. Je ne sais pas. Non, mais il faut qu'on se fasse connaître. Hein. Je crois que nous, on l'a appris chez Pierre Giacometti va venir dans un instant. Entreprise superstar, bon, tu verras, mais l'entreprise est plébiscitée comme jamais, mais le rayonnement de l'entreprise, de l'entreprise est le premier facteur de fierté d'appartenance. Il faut dire ça à l'ensemble des chefs d'entreprise qui nous regardent. Oh, marque employeur, et moi j'ai ma bottom line à travailler. Oui, bah, tu vas la travailler comme ça aussi. C'est vrai. Je reconnais qu'on a tous appris de ça, qu'on n'était pas les ETI, étaient un peu les champions cachés des territoires, etc., et qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix. Et je pense aussi qu'il faut qu'on ait une vraie stratégie de segmentation. C'est-à-dire, par exemple, quand on prend des jeunes diplômés, c'est peut-être pas la peine d'aller là où tout le monde va. On peut aller aussi vers des IUFR, des endroits où il y a des très bons, qui sont moins chassés, qui ont des voitures. Donc, je crois aussi qu'il faut qu'on soit très smart dans la capacité de ciblage qu'on a des collaborateurs. On doit avoir une stratégie comme d'acquisition client. On ne peut pas juste se dire je vais dans le même combat que tout le monde, l'océan rouge où tout le monde va recruter. Donc nous, il faut qu'on soit intelligent aussi dans la façon de recruter. Dernier point, la technologie. L'accès, alors particulièrement toi sur ton activité. Majeur. L'IA change tout ? L'IA change tout. Alors l'IA commence à changer beaucoup de choses. Là, sur la technologie, en fait, je crois que le vrai enjeu des ETI, c'est les grands partenariats. C'est-à-dire que je pense qu'on est passé d'une logique à se dire je fais mon IT. C'est plus possible de la faire seule. J'agrège des compétences, mais ça devient trop compliqué. Donc je crois beaucoup que nous, ETI, on doit avoir des grands partenariats avec quelques acteurs. Nous, par exemple, Manutan, aujourd'hui, on a été sélectionné par Google pour des programmes d'accélération. Et c'est vrai que ça nous donne des ailes et donc accès à des compétences qu'on n'aurait pas. Là aussi, je pense qu'il faut qu'on soit vraiment raisonné en cercle, c'est-à-dire je garde la compétence en interne, je garde la vision, mais je m'appuie sur un vrai écosystème qui me donne accès
et ça, pour le coup, c'est possible, à des ressources que les grands groupes peuvent éventuellement avoir en interne, ou des startups peuvent avoir en interne. Ça, c'est vraiment possible maintenant. Et puis c'est pas mal, il y a un peu strike là quand tu es en partenariat avec Google. Pour travailler ton attractivité en plus, ça peut être pas mal, quoi. Exactement. Les jeunes gens venaient jouer c'est clair. dans le plus grand des terrains de jeu du monde parce qu'on est dessus, c'est pas mal. Ouais, et puis c'est vrai qu'il faut qu'on acquiert la compétence de l'externe avec des partenariats. Les ETI n'étaient peut-être pas non plus très familières de ce genre de travail, avec plutôt une volonté de garder. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas possible. Il faut être réaliste. Nous, Manutan, ce qu'on est en train de faire dans l'e-commerce, ce qu'on est en train de faire. Mais pour le coup, en France, que ce soit via des startups, via les grands acteurs américains ou via les grandes sociétés françaises, très franchement, il y a tout l'écosystème pour s'accélérer. Par contre, c'est une nouvelle façon, c'est une entreprise étendue, c'est des RH qui vont aussi apprendre à recruter des personnes qui sont en auto-entrepreneurs. Ça change, mais ça se fait. Merci Pierre-Olivier. Merci. Pierre-Olivier Brial, donc, qui nous accompagnait. On va voir l'entreprise Superstar avec Pierre Giacometti tout de suite. Donc, Pierre Giacometti, salut Pierre. Bonjour. Président, cofondateur de Nocom, le baromètre de la transformation des entreprises. J'ai titré l'entreprise Superstar. Parce que c'est vraiment ce que j'ai vu en voyant ton baromètre. C'est My Entreprise Superstar. Ouais, voilà. Mon entreprise. C'est le jugement des salariés sur leur propre boîte. Ça n'est pas forcément... C'est un petit peu quand on fait cet exercice en politique, l'Assemblée nationale versus mon député. Ouais. J'aime mon député, l'Assemblée, l'institution, pas forcément autant. Et dans le cas de cette enquête, c'est vrai que le jugement des salariés français du privé comme du public, singulièrement du privé, sur leur propre entreprise, ça s'est plutôt renforcé au fil des années, encore un peu plus avec la crise Covid. Et il y a des extraordinaires preuves d'attachement, de fierté, même parfois d'amour, de relations très étroites. Ça ressemble un peu à une relation comme si c'était une seconde famille. Il est vrai qu'on passe beaucoup de temps, finalement, dans la journée au travail, dans sa boîte, même si on travaille à distance. Et donc, ça donne un paysage d'une relation entre les salariés français et leur entreprise, un petit peu refuge. Je veux dire, quand on voit à quel point la société française aujourd'hui est confrontée à toute une série de crises de confiance et de défiance, l'institution entreprise donne le sentiment de résister contre vents et marées. Écoute, ça a été pour moi une je pèse mes mots, une incroyable surprise, les résultats de ton baromètre. C'est-à-dire que, oui, mais ça veut dire que même moi, en fait, je me laisse biaiser par le discours ambiant. J'ai l'impression qu'on se laisse emporter par le discours ambiant et je tenais, merci que tu sois là, je tenais absolument, parce que les chefs d'entreprise doivent aussi se laisser emporter. On ne parle en ce moment, quand on réunit des chefs d'entreprise, que d'engagement, que de difficultés dans le rapport au travail, que de crise du travail, que de crise de l'appartenance, que de crise de l'entreprise à travers le télétravail. Tu nous dis tout le contraire. Alors, sur cette première partie de l'enquête, la relation est forte. Elle est au minimum faite de bienveillance, au mieux d'adhésion et presque de militantisme. Ah oui. Je cite souvent cet exemple ces derniers jours parce qu'il m'a frappé. J'entendais chez certains de tes confrères parler de la triste mésaventure que connaissent les salariés du groupe Casino. Et soumis à des très grandes difficultés, avec des menaces très fortes, etc. Bon. Malgré tout, il y a, dans les entreprises en difficulté, il y a aussi un sentiment de fierté d'appartenance. Et probablement que la tragédie que vivent un certain nombre de salariés de ce groupe est liée au fait que l'attachement au groupe est énorme, qu'elle est le symbole d'une région, d'une ville, du nom d'un stade, son fondateur, Geoffroy Guichard, fondateur de Casino. Et donc il y a dans les entreprises, notamment celles qui ont une très longue histoire, une relation qui va bien au-delà simplement de pointer, aller travailler le matin, rentrer le soir. Il y a quelque chose de très très fort. Et c'est vrai que c'est formidable de savoir que pour des entrepreneurs, quand on crée son entreprise et quand on a la chance d'avoir des gens mobilisés autour de soi pour réussir, c'est quelque chose qui, en termes de relations de confiance, est devenu assez rare. Je ne parle pas de la politique, je ne parle pas de certains médias. On a aujourd'hui de la défiance qui circule un peu partout. Tout à fait. Et l'entreprise est là. Mais dans les autres parties de l'enquête, il y a aussi un certain nombre d'exigences que les salariés... Voilà, non, mais attends, il faut qu'on y aille. Voilà, exactement. Et j'allais y venir très très vite. C'est, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise qui doutaient peut-être de la façon dont aujourd'hui les salariés peuvent considérer l'entreprise. Oui, mais attention, faut donner de sa personne. Il faut donner sa personne. Et le sujet sur le rayonnement de l'entreprise, le sujet sur le dirigeant stratège sont des sujets
fondamentaux, j'ai l'impression, pour les salariés, Pierre. Oui, quand on essaye de comprendre un petit peu ce qui fait la fierté, comment les salariés justifient ce sentiment de fierté que majoritairement ils expriment dans cette enquête, les 2-3 premiers éléments, ingrédients de cette fierté, c'est la réputation et la notoriété de l'entreprise, c'est son histoire et c'est la relation qu'elle a avec la société. Au fond, on est assez, je ne dis pas loin, mais c'est bien de réussir, c'est bien d'avoir des performances financières, c'est bien de réussir un cadre qui soit agréable pour travailler, mais on sent bien que le sujet de la réputation, de la prise de parole, du rayonnement, c'est l'expression employée, est quelque chose qui compte beaucoup parce que ça va bien au-delà simplement de la marque ou du patron en tant que tel. C'est quelque chose qui peut transmettre énormément de valeurs et d'éléments de fierté. Et quand on fait ce constat-là, moi, de l'expérience que j'ai de ces 15 dernières années autour du développement de nos coms et donc de rencontrer beaucoup de dirigeants d'entreprise, j'ai parfois le sentiment qu'ils sous-estiment un peu ce capital. C'est-à-dire et cette attente. C'est-à-dire qu'ils sous-estiment le fait qu'ils ont finalement autour d'eux des équipes qui sont prêtes à se mobiliser, à jouer le rôle, on dit parfois, d'ambassadeur de la boîte, avec une capacité à transmettre le message, souvent un petit peu plus authentique et un petit peu plus fin que les investissements faits, et c'est normal de les faire, en communication, on dit corporate, en communication traditionnelle. Nous, on pense qu'en réalité, il y a, dans le cœur des entreprises en interne, c'est pour ça que quand on fait le travail d'essayer d'aider les chefs d'entreprise à construire leur récit stratégique, la première cible, entre guillemets, de ce récit stratégique, c'est d'abord de le partager en interne, avant même de penser s'il faut donner une interview au premier quotidien économique du coin de la rue. Non, le sujet central, c'est d'abord le partage avec l'interne. Et par les temps qui courent, le renforcement du lien avec les salariés, c'est quelque chose de capital. Ouais, mais le rayonnement de l'entreprise, c'est bien dans... Je ne pense pas forcément à Bismarck ou aux Échos. La communication extérieure au sens très très large, je me souviens de Christophe de Margerie, à l'époque, qui me disait 1/3 de mon temps. 1/3 du temps du patron de Total. C'est de la communication extérieure au sens très très large. Oui. Alors, Total est dans une situation telle qu'elle en a besoin, cette entreprise, aucun problème. Mais voilà, il faut accepter de donner de sa personne à ce niveau-là, sans doute. Dans les échanges qu'on a eus ces derniers jours avec un certain nombre de dirigeants d'entreprise sur ces résultats, certains me faisaient remarquer que dans ce tiers consacré à la communication extérieure, il y a un petit peu trop de communication financière et pas suffisamment de communication pour raconter la stratégie, la vision, ce qu'on a qualifié dans cette enquête de patron stratège. Les salariés français attendent aussi, au-delà de la performance, des résultats, et de ces protocoles de communication assez incontournables, surtout pour les boîtes cotées, il y a une attente d'éclairage, de vision, de partage du rôle de l'entreprise sur ce qu'elle est et sur ce qu'elle joue comme rôle dans la société, qui est attendu par les salariés. Moi, j'ai toujours vu, dans un certain nombre d'expériences passées, des patrons, lorsqu'ils communiquaient à l'extérieur, ne pas se rendre compte à quel point il y avait toujours cette espèce d'obsession, quelle est l'audience du média concerné. Et on leur disait souvent, n'oubliez jamais que parmi ceux qui vous écoutent, il y a d'abord vos salariés qui sont fiers de vous entendre, de vous voir raconter la boîte, le cas échéant de dire du bien d'eux, c'est possible aussi. Et je pense que cet élément-là, il est souvent sous-estimé par aujourd'hui les dirigeants d'entreprise. Moins qu'avant, parce que je pense qu'on a quand même beaucoup progressé en France du point de vue de la communication des dirigeants d'entreprise, mais on a quand même, si vous voulez, le plus souvent, même quand on a le sentiment d'avoir des boîtes en bonne forme qui ont des choses intéressantes à raconter, c'est le cas notamment dans des entreprises de tradition familiale, une sorte de premier réflexe de précaution qui consiste à dire vivons heureux, vivons cachés, ne parlons pas trop. Parfait. Les journalistes, on ne sait même pas ce qu'on peut en penser. On vient d'en parler avec Pierre-Olivier. Exactement. C'est un problème. Tout à fait. Juste si vous y rajoutez le cocktail des réseaux sociaux. Alors, mais justement, un mot, là, pour le coup, je prêche pour ma paroisse. L'audience, pardon, mais c'est une valeur, mais complètement désuète. C'est-à-dire, le sujet maintenant, c'est la queue de comète. Le sujet, c'est les multiples rebonds grâce aux réseaux sociaux et à l'ensemble aujourd'hui du développement digital que va connaître votre intervention. Et votre intervention, quel que soit le média, si elle est pertinente, elle va rebondir. Elle circule. Si elle n'a aucun intérêt, vous aurez beau la faire aux 20h de TF1, elle n'aura pas d'impact. Mais ça, c'est ton métier, tu le sais beaucoup mieux que moi. Attends, parce que quand même, tout ça, c'est bien joli. Mais motivation de son choix de son entreprise, le facteur rémunération au plus haut. Oui, ça, c'est une évolution.
dans les 3 dernières éditions de ce tableau de bord, parce que ça fait maintenant 4 ans qu'on le suit, jamais le motif de la rémunération n'a été aussi haut comme explicatif de la présence dans l'entreprise concernée. Et mieux encore, quand il s'agit de justifier, le cas échéant, un changement de boîte, c'est de très très loin le critère de rémunération. Alors on est dans une France qui, économiquement, va mieux du point de vue de l'emploi et va moins bien du point de vue de la stabilité des prix. Donc la pression sur le niveau de vie, sur le pouvoir d'achat, il est très clairement ressenti par les salariés qu'on a interrogés, que l'IFOP a interrogé pour nous. Et c'est un élément qui est en progression constante, notamment, j'insiste parce que c'est dans 2 catégories, dans 2 segments qu'on a observé comme étant encore plus signifiants de ces résultats, les jeunes générations de salariés, moins de 35 ans, et dans des catégories plutôt de bas salaire. C'est là où la pression sur la rémunération est la plus forte. Je comprends les catégories de bas salaire sur les jeunes générations. Moi, j'aime bien que ça relativise cette espèce de discours ambiant que j'entends partout, non, c'est vraiment des gens qui ne sont sensibles qu'aux valeurs, et particulièrement d'ailleurs... ou la qualité de confort du travail. À la lutte. Oui, enfin, mais moi, on me sert systématiquement la lutte contre le réchauffement climatique comme première motivation d'adhésion à une entreprise. Non, là c'est clairement les choses. C'est relativisé par les résultats de cette enquête. Voilà. 2 minutes 30. Transformation des relations au travail quand même. C'est aujourd'hui la grosse question que se posent les chefs d'entreprise. Tu décris d'ailleurs dans l'étude tout le sujet du télétravail. Ils sont aujourd'hui en train, pour beaucoup d'entre eux, je pense que je me fais leur porte-parole, d'essayer de ramener tout le monde au bureau. C'est un mouvement compliqué, il y a du va-et-vient. On pensait que c'était un combat gagné, puis c'est compliqué. Au moins 3 jours par semaine, voilà, pour retrouver de la cohésion. Comment est-ce que tu vois les choses, Pierre ? En fait, le mouvement sur le retour progressif sur le lieu de travail, il est évident, et les salariés font ce constat dans l'enquête que c'est maintenant un temps de travail beaucoup plus équilibré entre passer à l'extérieur, passer chez soi et passer au bureau ou sur le lieu de travail. Plus préoccupant peut-être, et ça c'est quelque chose qu'on voit nous quand on compare des situations d'enquête dans d'autres pays européens auprès de la même population ou des mêmes populations, il y a quand même une petite question posée auprès des salariés français sur le rapport au travail et au temps de travail, à la durée de vie professionnelle. On a l'impression que la grande crise sur la réforme des retraites qu'on a connue ces derniers mois en France n'a pas résolu l'équation de communication, s'il faut l'appeler comme ça. Les Français continuent à penser, et de ce point de vue-là, ils sont assez singuliers et différents d'autres pays européens. On continue à penser en France, une grande majorité des salariés pensent qu'on doit s'arrêter de travailler à 62 ans. On doit aller vers la semaine de 4 jours. On doit consacrer un petit peu plus de temps à son temps libre et à sa vie personnelle qu'à travailler plus. Il y a quand même les ingrédients d'une société qui semble un tout petit peu en décalage par rapport à ce qu'on observe dans d'autres pays voisins de la France. Et ça, c'est une équation pour le chef d'entreprise qui peut être très très heureux d'une partie de ses résultats, mais qui est plus inquiet quand on le fait réagir sur la dernière partie de cette enquête, où on voit quand même qu'il y a un petit problème. Au fond, on se dit qu'on a raté un récit aussi, d'une certaine manière, un récit stratégique sur le rapport au travail, peut-être parce que c'est le résultat d'une sorte de manque de projet collectif. Et ça renvoie pas simplement la balle aux chefs d'entreprise, mais probablement à toutes les élites. Oui, mais ça renvoie la balle aux chefs d'entreprise. Et le président du MEDEF est venu nous le dire. Il y a nécessité d'une révolution managériale et patronale. Oui. Patronale. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on travaille sur ces problématiques de stratégie de communication, on est toujours assez obsédé à l'idée d'abord d'essayer de faire partager un projet, une histoire stratégique, une vision. Le patron stratège, il est d'abord stratège pour les siens, pas simplement pour son environnement extérieur. Et là, il y a probablement un des ingrédients qui permettrait peut-être de redonner du souffle positif dans le sens de on va forcément à un moment donné être obligé de travailler un petit peu plus compte tenu de ce que sont les paramètres de l'allongement de la durée de vie. Mais pour ça, il faudrait que, comme d'autres pays que tu connais bien, on considère enfin le travail comme un accomplissement, ou j'ai presque envie de dire à nouveau. Ouais. Et cette enquête ne va peut-être pas assez loin dans ce domaine, mais je pense qu'il y a effectivement sur ces questions encore dans certaines catégories de Français salariés une vraie question qui est posée sur ces sujets. Tout à fait. Merci Pierre. Merci beaucoup. Pierre Giacometti donc qui nous accompagnait. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine sur Bismart.